Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant une semaine en retraite dans un monastère bouddhiste. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Comme d'habitude, je crois que je commence toujours de la même façon quand je suis en épisode solo. Je dis toujours comment ça va aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous retrouver, mais enfin, c'est vrai quoi. Donc je me vois pas commencer mes épisodes autrement. Donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas que vous passez un bon mois de janvier, un mois plein de réussite, plein de beaux projets, plein de good vibes, voilà, tout ce qu'il faut. De mon côté, eh bien écoutez, tout va bien. Je fais cet épisode cette semaine et je suis encore plus contente de vous retrouver. Pourquoi ? Eh bien parce que là, ça fait un petit moment que j'enchaîne les enregistrements. En tout cas, il y a des très beaux épisodes qui arrivent. Ça fait un petit moment que j'enchaîne l'enregistrement d'épisodes avec des invités. Et c'est vrai que du coup, je prends un peu moins de temps pour enregistrer des épisodes en solo. Et pourtant, c'est un des formats que je préfère, même si j'adore les épisodes invités. Pourquoi j'aime vous parler en cœur à cœur, en face to face pendant mes épisodes en solo ? Tout simplement parce que, je sais pas, ça me fait toujours plaisir de raconter des morceaux de vie qui me sont arrivés, de me replonger dans ces expériences-là, parce que je trouve clairement que ça a un côté un peu libératoire, ça fait du bien de se rappeler ces moments-là, et voilà, je suis juste contente de vous partager ça. Cet épisode cette semaine, comme vous avez vu au niveau du titre, donc je vais vous raconter une histoire un peu spéciale, une histoire qui s'est passée à Coquille, dans le Périgord, petit village au fin fond du Périgord. Et c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est un épisode qui va concerner une expérience qui m'est arrivée, une expérience un peu folle, qui est de passer une semaine dans un monastère bouddhiste. C'est un vaste sujet et je vais pas vous cacher que j'ai déjà enregistré cet épisode. Je l'ai déjà même publié pour ceux qui me suivent depuis un moment. Je l'ai déjà publié en fait au mois de septembre 2023 et en fait quand je l'ai enregistré et quand je l'ai mis en ligne, il y a une amie qui m'a dit ouais Lina, je sais pas, là on te reconnaît pas dans cet épisode, il y a pas ta patte, on sent que tu l'as fait pour le faire et en soi, je l'avais vraiment fait pour le faire. C'est-à-dire, je l'avais enregistré parce qu'il fallait que je sorte un épisode et j'avais dit les choses de manière beaucoup trop factuelle et de manière beaucoup trop réductrice par rapport à ce que j'avais vécu. Du coup, j'ai tout fait sur l'épisode, c'est-à-dire je l'ai enregistré, je l'ai monté, je l'ai publié, je fais toute la promo autour de ça en septembre et 3 heures après sa sortie, je l'ai supprimé parce que je me suis dit en fait... Une semaine dans un monastère bouddhiste, ça mérite un épisode digne de ce nom et c'était pas du tout l'épisode que je vous avais proposé, j'étais pas dans le mood et là aujourd'hui je me suis dit ça y est, là aujourd'hui c'est le moment, je me sens bien, je sens que j'ai les idées au clair et je sens que j'ai envie de me replonger dans cette expérience. Voilà pourquoi j'ai pris le parti de réenregistrer un épisode, de refaire tout le process, tout simplement parce que je veux proposer du contenu de qualité et à chaque fois que j'enregistre un épisode, j'ai pas envie, ça prendra le temps que ça prend, mais j'ai pas envie de me forcer à être une machine à épisodes de podcast, une usine à gaz et de me forcer à enregistrer tout ça pour vous. Donc aujourd'hui, voilà, je suis prête. Par quoi va-t-on commencer ? Donc comme d'habitude, vous savez que je suis un petit peu organisée, j'ai pas envie de partir quand même, je pars souvent dans tous les sens, un peu comme Dory là qui
pars, ok, je vois un papillon et je vais direct là-bas. Non, je vais essayer quand même d'être un peu plus cadrée dans cet épisode. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la vie dans un monastère, c'est très cadré. Et je sais que c'est un sujet, en tout cas quand j'en parle à des nouvelles connaissances. Encore le week-end dernier, là, j'étais en événement et c'était une expérience qui intriguait beaucoup parce que vivre ça en France, bah, c'est pas commun. Vouloir le vivre, bah, c'est encore moins commun. Et puis on sait pas comment ça se passe. Puis on a beaucoup de questions, puis qu'on n'ose pas poser. Du coup, là, le but de mon épisode, c'est un peu de... Tout d'abord, je vous expliquer le contexte. Qu'est-ce qui m'a amené à me retrouver avec des moines pendant une semaine à Coquille. Ensuite, j'ai envie de vous parler voilà, du contexte, de mon expérience, de ce que j'en ai retiré. Et j'ai aussi, avant ça, envie de vous parler de comment, de manière pratico-pratique, comment se passe une journée dans un monastère. Quels sont les différents rituels, comment la journée est rythmée, comment on apprend à vivre en communauté. J'ai envie de vous partager tout ça et j'ai envie de vous partager après mes ressentis. Toutes les choses qui m'ont un peu perturbée, toutes les choses qui m'ont un peu piquée, enfin, parce que c'est tellement une expérience où vous êtes aux antipodes de ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours, que du coup, tout est nouveau et là, votre cerveau, il est en brain fuck total, enfin, c'est-à-dire, en fait, pendant une semaine, votre cerveau, il est un peu en... Je sais pas comment dire, genre, vu que tout est nouveau, on a vraiment l'impression d'être des enfants et on apprend la vie, quoi. C'est un peu le sujet, je trouve, c'est un peu ça. Donc écoutez, voilà, trêve de bavardage, pardon. On va commencer. Donc au niveau du contexte, qu'est-ce qui m'a amené à partir une semaine dans le Périgord? Donc il faut savoir que je suis partie en août 2022. Donc ça fait, on va dire, 1 an et demi. Je suis partie en août 2022. Pourquoi? Alors, je vivais à l'époque à Carcassonne. J'étais en CDI dans un emploi. Et c'était une période où j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer à mon compte. Donc, je quitte mon CDI, je négocie ma rupture conventionnelle en juillet à Carcassonne. Enfin, en juillet, c'est-à-dire je pars début juillet de la boîte et je sais que en septembre, je retourne vivre dans mon village d'enfance, en station de ski, pour lancer Instant Simple pleinement. Et en fait, j'étais vraiment dans cette phase de transition. J'ai eu un été, enfin j'ai eu tout juillet et tout août pour faire la transition de ma vie à Carcassonne. Donc je vivais à Carcassonne pendant mon CDI. Donc du coup j'ai dû déménager, j'ai dû quitter mon appart. Enfin voilà, j'ai dû faire pas mal de petites choses. J'étais avec quelqu'un à l'époque avec qui ça se terminait en septembre. Et vu que c'était notre dernier été ensemble, on s'est dit on veut s'offrir quelque chose d'inoubliable à chaque fois. Donc lui m'a offert un vol en deltaplane par exemple. Et moi j'ai décidé de lui offrir, bon, voilà, j'ai décidé de l'emmener avec moi pendant une expérience inoubliable, c'est-à-dire une semaine de retraite dans un monastère bouddhiste. Donc je suis donc pendant cette histoire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je suis avec mon compagnon de l'époque. Et du coup, voilà, on n'avait aucune attente, on décide de partir, pendant une retraite d'une semaine dans ce monastère. Moi, c'était vraiment la période pour moi, on va dire, c'était tellement la période charnière où, vu que je venais de quitter mon CDI, j'étais encore très salariée dans ma tête, j'avais la tête pleine de... Voilà, j'avais la tête remplie et j'avais besoin vraiment un peu de remettre les pendules à zéro, de faire un reset et de me vider l'esprit, de me vider la tête pour pouvoir commencer sereinement mon activité, ma nouvelle activité d'entrepreneuriat du coup en septembre. Donc je suis vraiment dans cette optique et puis j'ai aussi envie de profiter de l'été, j'ai aussi envie de vivre une expérience hors du commun pour le coup. Et voilà, je suis vraiment dans cette optique-là. Et donc on part avec mon ex, du coup, on part avec mon ex à Coquille, dans ce village. Je vous avoue qu'on n'a aucune attente, on ne sait pas comment ça va se passer. J'avais cherché, pour vous dire, ça faisait un petit moment, vu justement, je voulais me vider la tête, donc j'avais cherché différentes retraites méditatives, retraites spirituelles qu'on pouvait faire en France, en mode, une semaine où t'es un peu...
voilà, une semaine inoubliable où tu te dis, bah, vas-y, je pars dans la forêt, je sais pas quoi. J'avais cherché plusieurs choses et c'est vrai que je trouvais que des retraites assez dispendieuses, assez chères, organisées par des entreprises privées, on va dire, de bien-être ou quoi. Et moi, je m'étais dit, non, je veux quelque chose de plus authentique. Et c'est là que j'ai vu justement ce monastère qui s'appelle le monastère Kensoji. Donc je vous mettrai tous les liens en description d'ailleurs si vous aussi ça vous intéresse d'aller vivre une semaine dans ce monastère. C'est des gens qui sont ultra bienveillants, ultra accueillants, ultra tolérants aussi. Donc si vous avez envie de découvrir ce petit havre de paix, vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Enfin dans la barre de description, vous avez compris quoi, dans dans la description du podcast. Et du coup voilà, je trouve cet endroit-là où vraiment je vois que c'est un monastère et toutes les semaines il me semble, de juillet et d'août de chaque année, ils proposent des semaines de découverte. Donc c'est-à-dire des semaines où vous arrivez et vous faites partie intégrante de la vie du monastère. Et voilà, c'est des semaines, en fait c'est des semaines découvertes et clairement un monastère n'a pas pour but de faire du profit, donc on va dire que c'est relativement abordable. Moi, je me souviens plus des prix, mais du coup, je décide de les appeler, de réserver une chambre pour deux, du coup, une chambre double individuelle, enfin une chambre double privée, pour passer une semaine avec mon compagnon dans la vie de ce monastère. Donc on arrive, on a juste un petit message avant pour nous dire voilà ce qu'il faut prendre. Donc nous on s'équipe on s'équipe. C'est-à-dire il faut des vêtements fluides et sombres, donc des vêtements confortables et sombres. Donc voilà, je passe chez Decat, j'achète deux trois pantalons de sport assez amples, des vêtements de sport sombres et je pars voilà. Je prends le strict minimum avec moi, je prends évidemment pas de maquillage, je prends le strict minimum, je décide même de ne pas prendre de livres pour ne pas être distraite. Et au final, j'ai bien fait. Donc, on arrive dans ce petit village. Donc, ce petit village qui s'appelle Coquille, du coup, ou La Coquille, il me semble, dans le centre du Périgord, vraiment, vraiment perdu dans un écrin de verdure. C'était incroyable. On arrive en août et en fait, à partir de là, on laisse la voiture et j'ai vraiment eu ce switch de je rentre dans un monde parallèle. Genre vraiment, on arrive sans aucune attente. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas et on ne sait pas ce qui va se passer. On y va vraiment, on est comme des enfants et on suit ce qu'on nous dit. Oh, je vous ai fait tomber, excusez-moi. Et on suit ce qu'on nous dit. Et donc on arrive dans ce monastère. L'endroit est absolument très beau. Vous pourrez aller voir sur Google si vous voulez des photos parce que c'est assez difficile à décrire. Mais en fait, il y a tout un espace avec un immense potager, beaucoup d'arbres fruitiers. Les abords sont très bien entretenus. Vous avez les petits pontons en bois qui rejoignent les différents bâtiments. À côté du monastère, vous avez un lac, vous mettez une demi-heure à faire le tour, c'est vraiment un petit lac. C'est vraiment un écrin de verdure incroyable. Et du coup, quand on arrive, on est accueilli par Cookie, donc par des bodhisattvas. Donc, il faut savoir, juste déjà, je vais vous le dire comme ça, il faut savoir que dans un monastère bouddhiste, vous avez des moines évidemment, mais vous avez également des bodhisattvas. Et dans un monastère, généralement, on pense que tout le monde est moine, sauf qu'en fait, très peu de personnes sont moines. Beaucoup de personnes sont bodhisattvas, donc ce sont des personnes qui ont reçu les préceptes et qui sont, on va dire, bouddhistes et qui, pas répandent la parole, mais qui ont une vie, clairement ils ne vivent pas à l'année dans le monastère. Les moines vivent à l'année dans le monastère, mais les bodhisattvas justement viennent quand ils veulent, donc ils peuvent venir, et beaucoup d'entre eux viennent l'été, parce que c'est l'été justement où les nouveaux bodhisattvas se font remettre leurs préceptes. Donc voilà, on arrive, et c'est une personne, donc une bodhisattva qui nous accueille. Tout est très différent, c'est-à-dire on arrive,
Moi, je prends la décision et mon compagnon également. On prend tous les deux la décision de laisser nos téléphones, nos montres, etc. À l'accueil. Donc du coup, à partir de là, on est coupé du monde extérieur, on va dire. Pendant une semaine, on en était conscient. Et ils nous forcent pas à donner nos téléphones, hein, je vous rassure, ils nous forcent pas à les donner. Mais moi, j'y allais vraiment pour, justement, je vous l'avais dit, me déconnecter, me vider la tête. Et du coup, je me dis, bah allez, let's go, je laisse le téléphone et je me mets à fond dans cette expérience. Et donc quand on arrive, on est très très bien accueillis, de manière très bienveillante. Ils sont tous habillés de manière, bah voilà, avec leur, j'ai pas envie de dire costume, je me souviens plus du mot, mais voilà, ils ont une espèce de grande tunique noire avec la kessa, donc parce que c'est des moines bouddhistes du mouvement Zazen, donc enfin Zensho Zazen. Donc du coup, ils ont une kessa autour, c'est comme un grand bavoir blanc, on va dire, qui avec des inscriptions dessus. Donc ça veut dire, en fait, quand ils ont ça, ça veut dire qu'ils sont bodhisattvas et qu'ils ont reçu les préceptes. Donc c'est un peu leur emblème, on va dire. Enfin voilà. Et donc ils nous accueillent. Ils nous montrent tout de suite où on va dormir. Donc du coup, à la base, je vous avais dit, on avait pris une chambre double. Et au final, en fait, si vous voulez, les 48 premières heures, enfin les 2 premiers jours de cette immersion, on fait ce qu'on appelle le Tankaryo. Le Tankaryo, qu'est-ce que c'est? C'est un temps de silence absolu, de silence intérieur, de silence extérieur. Et en fait, vu qu'on doit être dans ce moment de silence, les moines nous proposent, c'est-à-dire on n'est pas obligé, mais les moines nous disent, pour maximiser l'expérience, de vraiment faire cette retraite méditative qui est le Tankaryo, c'est mieux d'être dans des chambres séparées. Donc nous, évidemment, on accepte parce que, je vous le dis, on se met dans une position d'enfant et on fait ce qu'on nous demande de faire pour notre bien, et on se dit bah vas-y, on teste. Et donc au final, on se retrouve dans 2 tentes dans la forêt. Donc des tentes individuelles. On se retrouve chacun dans notre tente, dans la forêt. Donc j'avais pas prévu d'être en tente. Après, ça m'a beaucoup plu parce que déjà, c'était l'été, il faisait très très chaud. Donc au final, dormir à la fraîche dans la forêt, dans une tente, ça m'allait bien. Et puis, vraiment, c'est assez rudimentaire. Le confort, c'est voilà, toilette sèche dehors. Pareil pour la douche. La douche, c'est 4 planches de bois. Et puis, vous êtes dans la forêt. Enfin, vous levez la tête et il n'y a pas de plafond, quoi. Il y a directement les feuilles des arbres. Enfin, c'est vraiment rudimentaire. Mais qu'est-ce que c'était incroyable. Enfin, franchement, c'était le retour au basique, mais genre le retour aux bases. C'est-à-dire, on te met dans la forêt, dans ta tente. Alors, bon, on est quand même luxe, hein. Il y a quand même un matelas et des draps et tout dans chaque tente, donc ça va. Mais voilà, on est trop bien, en fait. On se rend compte qu'on est trop bien. Et là, du coup, les moines nous disent, bon, bah, à partir de maintenant, pendant 48 heures, on va pas trop vous intégrer à la vie du monastère, c'est-à-dire on va pas faire vous allez pas faire les tâches quotidiennes avec nous, mais juste pendant 2 jours, vous allez faire le silence. On va participer au repas évidemment, mais sinon on fait le silence. Donc c'est-à-dire le temps de Tankaryo, c'est quand on arrive dans un monastère, c'est le moment où on doit faire le silence à l'extérieur. Donc le silence, ça veut dire ne pas parler, ne pas échanger avec les autres, ou alors faire en sorte que nos interactions soient le strict minimum. Et on se rend compte qu'au final, on n'a pas vraiment besoin de parler, hein. Et on doit faire silence à l'extérieur, mais surtout et aussi à l'intérieur. À l'intérieur, et là, ils nous disent justement de ne pas avoir de distraction, c'est-à-dire de ne pas s'occuper. C'est-à-dire ne pas lire un livre, parce que lire un livre, c'est occuper son mental, en fait. Ne pas lire un livre, ne pas écouter la radio, ne pas utiliser son téléphone. En fait, le Tankaryo, c'est vraiment un moment où il faut faire le silence dans sa tête. Et du coup, on est assez libre sur la journée. On fait littéralement ce qu'on veut. Donc, on a des petits lits de camp pour aller faire la sieste. On peut aller faire le tour du lac à pied. Et c'est vraiment des moments où on se retrouve seul face à nous-mêmes. Là, pour le coup,
je me suis rarement sentie aussi seule que pendant ces 2 jours de silence complet. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et avec mon compagnon de l'époque, on a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas parlé. Euh, on se voyait évidemment, mais enfin on se voyait. C'est-à-dire on reconnaissait la présence de l'autre, mais on ne se parlait pas. Et c'est pareil pour toutes les personnes, quand on va marcher dans le monastère, qu'on va croiser d'autres gens, bah en fait on est conscient de tout ce qui se passe autour et c'est comme si on dialoguait avec les gens mais avec notre corps, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. Et c'était vraiment une expérience genre ultra puissante. C'était, enfin, je sais même pas comment vous expliquer, mais c'était dingue. Et donc on arrive, on commence le Tankario, après on a un premier repas où pendant ce premier repas on n'est que avec les nouveaux arrivants, les personnes qui comme nous viennent en retraite d'une semaine, en retraite découverte. Et ces personnes-là, on est en tout, on doit être 8. Je crois qu'on est 8 ou 9. On est 8 ou 9 à vivre cette semaine ensemble. Et le premier repas, on mange ensemble un peu avant les moines avec une bodhisattva qui va nous expliquer, donc là qui va parler, pour nous expliquer comment fonctionne un repas, pour avoir, on va dire, un premier cours de comment fonctionne un repas au monastère. Pourquoi on a besoin d'un cours comme ça? Parce que je vous assure que prendre un repas dans un monastère, c'est quelque chose, c'est une expérience, vraiment. Donc elle nous explique comment ça se passe. On est tous assis, en fait, c'est des grandes tablées rectangulaires, des très très grandes tablées, et on a un plat, et en fait, on doit toujours servir la personne d'en face. Donc on sert la personne d'en face et la personne d'en face nous sert en retour. On se sert jamais soi-même. Et en fait, il y a plein, vu que les repas doivent se faire également dans le silence, même que ce soit en période de Tankario ou pour les moines ou les bodhisattvas qui sont ici, les repas se font en silence et en pleine conscience. Donc ce qui est fou en fait dans les repas du monastère, c'est que justement on est en silence, on est avec soi, mais on est aussi vraiment dans l'instant présent parce que on est toujours là à vérifier si la personne à côté de nous a assez d'eau, à vérifier si la personne a assez de pain. Enfin, en fait, on ne parle pas et pourtant on communique quand même en montrant qu'on est pleinement présent pour les autres parce que on demande toujours si quelqu'un veut de l'eau, si quelqu'un veut du pain ou des épices, quoi que ce soit. Et et en fait, on communique avec des signes. Donc, par exemple, quand la personne en face de moi est en train de me servir, une fois que j'en ai assez, que j'ai assez de nourriture dans mon assiette, et il faut aussi penser aux autres parce que le bol qui commence en début de table doit servir 8 personnes. Donc, du coup, évidemment, il faut toujours penser aux autres et en laisser pour tout le monde pour que la personne qui arrive en 8e ait quand même sa part du repas. Et c'est vrai que les repas sont faits au monastère et généralement les quantités sont vraiment... alors je dirais pas que les quantités sont millimétrées parce que c'est pas le cas, parce qu'on a vraiment... J'ai jamais aussi bien mangé, honnêtement, j'ai jamais aussi bien mangé que pendant cette semaine là-bas. C'est des repas très sains, mais au niveau des quantités, on a vraiment l'impression que... Enfin, c'est fou quoi, ils savent exactement les quantités qu'il faut mettre. Et du coup, quand la personne me sert, quand j'estime en avoir assez, j'ai juste à prendre la paume de ma main et à lever un peu ma main en m'inclinant un petit peu, voilà, en disant bah c'est bon, j'en ai assez. Et après, pareil, quand on a fini de manger, on doit mettre nos couverts d'une certaine façon pour dire que notre assiette est fermée et qu'on ne veut pas se resservir. Et si on laisse notre assiette ouverte, eh bien, ça veut dire qu'on reveut du plat. Et enfin voilà, il y a plein... Non mais vraiment, là je vous raconte des détails, mais enfin voilà, nous on découvre tout ça, on vient d'arriver, on est en silence, on nous apprend à manger, et tout ça. Enfin, c'est vraiment dingue. Et ensuite, pendant également cette première journée, on a un cours de zazen. Alors, le zazen, oh my god, qu'est-ce que c'est? En fait, pendant cette première journée, on nous apprend vraiment tout. On nous montre où on va dormir, on nous apprend le repas et on nous apprend la méditation typique de ce monastère bouddhiste. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un monastère du mouvement Zen Soto Zazen, enfin du mouvement Soto Zazen. Et il pratique du coup le zazen. Le zazen, qu'est-ce que c'est? Le zazen, c'est une façon de méditer, c'est une posture. En fait, le zazen, c'est une méditation sans but.
C'est une méditation sans but où il n'y a aucune recherche, il n'y a aucune attente. Et c'est vraiment une des leçons que j'ai tirées de, de tout ça. Mais en fait, voilà, c'est une méditation sans but. Et du coup, on a un cours avec un moine cette fois-ci, avec un moine qui nous explique la position zazen et un peu comment tout se passe. Parce qu'il faut savoir que on est quand même vraiment, pendant cette semaine découverte, on est intégré au monastère. Du coup, on a une place attitrée dans le dojo. Donc le dojo, c'est l'endroit où se passent les séances de méditation prière un peu, c'est l'endroit où se passent les séances de méditation, on a une place attitrée, donc voilà, on veut vraiment, vu qu'on est pendant la méditation, on est entouré de tous les moines et de tous les bodhisattvas, donc c'est quand même un dojo où on va être une soixantaine à méditer en même temps, donc je vous laisse imaginer le niveau énergétique de cette salle en pleine méditation. Donc voilà, c'est vraiment une salle où on sait qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, on sait qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup de rituels, donc on apprend. Voilà, encore une fois, on se met dans cette posture d'enfant et on est complètement ouvert à apprendre quelque chose. Il faut que je vous dise aussi, je préfère le dire maintenant, mais je ne suis pas bouddhiste, enfin voilà, au niveau de mes croyances, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je ne peux pas dire que je crois foncièrement en quelque chose, mais voilà, le bouddhisme, c'est quelque chose pour moi qui est assez lointain. Je ne sais pas en quoi je crois du bouddhisme, mais j'aime beaucoup de leurs préceptes. Je suis en accord avec beaucoup de leurs préceptes. Et du coup, voilà, je n'ai aucune attente. Il y a des personnes chrétiennes qui étaient là aussi. Donc, c'est vraiment, comment dire, il faut être ouvert quand vous allez dans un monastère. Il faut savoir, qui dit monastère dit religion, et du coup, eux sont très tolérants, c'est-à-dire les moines qui vous accueillent, vous pouvez être baptisé, vous pouvez être chrétien, musulman, quoi que ce soit, vous pouvez avoir la religion que vous voulez, ils vous accueilleront, mais c'est sûr que si vous y allez, et pour moi ça va de soi, si vous allez passer une semaine de retraite dans un monastère bouddhiste, il faut être ouvert au fait que vous allez pratiquer certaines choses de cette religion, évidemment. Donc du coup, on arrive dans le dojo, on nous explique comment rentrer dans le dojo, parce que là c'est assez ritualisé, et après on nous explique comment nous installer dans le dojo pour le zazen. La position de méditation de zazen, vous pourrez aller voir sur internet, c'est un concept, vraiment. C'est une position dure à tenir, c'est une position inconfortable, voilà, encore une fois c'est mon avis, mais c'est une position qui se veut un peu inconfortable où le but est de trouver le confort dans l'inconfort et de ne pas nourrir son mental. Et ça, c'est tellement dur. Mais en fait, si vous voulez, la position zazen, alors soit vous mettez en lotus, c'est-à-dire en tailleur, mais avec les pieds vraiment remontés sur les jambes, ou en quart de lotus, en demi-lotus ou quoi, ou soit vous mettez en sesa. Donc moi, j'étais clairement en sesa. Donc, qu'est-ce que le sesa ? C'est-à-dire qu'on a un zafu. Le zafu, c'est un coussin de méditation. J'ai l'impression de tout expliquer là dans cet épisode, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça. Je peux pas faire un épisode sur une semaine dans un monastère sans vous expliquer tous ces petits détails. Donc on a un zafu, donc un coussin de méditation. Et moi clairement, vu que j'étais pas à l'aise en position lotus, parce qu'il faut quand même la tenir cette position, il faut savoir que quand on part pour une méditation, on part pour 40 minutes, 1 heure quoi. Donc t'as intérêt à être bien installé, tu vois. Donc du coup, je préfère me mettre en sesa, donc c'est-à-dire je m'assois sur le zafu, donc j'ai les 2 genoux au sol et mes fesses, donc ça fait un trépied, donc j'ai mes fesses qui reposent sur le coussin de méditation, mes 2 genoux qui touchent le sol, et du coup voilà, je suis un peu assise, je sais même pas comment dire cette position, sur les genoux quoi, pendant la méditation. Donc on est assis dans cette position. Et ensuite, on doit évidemment se mettre droit, faire comme si un fil nous tirait vers le haut. On doit se mettre droit, positionner nos mains d'une certaine façon, nos pouces d'une certaine façon, mettre nos mains à un certain endroit et on doit coller notre langue au palais. Et ça c'est ce qui m'a le plus perturbée, on doit en fait dans la position baisser nos paupières à 45 degrés à peu près et garder nos yeux ouverts. Et c'est la première fois, moi, que je méditais avec les yeux ouverts. Et c'est assez perturbant parce que justement, vu que c'est une méditation sans but, le but c'est de ne pas avoir de stimuli. Et le fait
d'avoir les yeux ouverts, on est quand même... C'est-à-dire qu'avec vos yeux à moitié ouverts, vous voyez quand même un peu autour de vous. C'est-à-dire que vous voyez la personne sur votre droite, la personne sur votre gauche, des fois même deux personnes plus loin. Et du coup, c'est vrai que c'est assez complexe parce que vous êtes à côté des gens, mais au moins le fait de ne pas fermer les yeux, ça vous force à être vraiment dans cet esprit, selon moi, de communauté et justement de bien agir pour ne pas déranger les personnes à côté de vous, parce que si vous voyez les personnes à côté de vous, ça veut dire qu'elles, elles vous voient. Et donc du coup, si vous passez tout votre temps à bouger, à respirer, à déglutir ou quoi, ça va forcément les déconcentrer, enfin peut-être ou pas, dans leur méditation. Et donc on apprend cette position. Moi le zazen ça a été des moments de douleur. Il y a une fois où j'ai réussi à exclure la douleur et en fait c'est juste un entraînement, vraiment. C'est un entraînement. Il y a des gens pour qui c'est fait, il y a des gens pour qui, comme moi, c'est un peu plus compliqué. Et croyez-moi, pour avoir échangé par la suite après le temps de cardio, par la suite avec les nouveaux arrivants, pour beaucoup ça a été quelque chose d'assez compliqué et pourtant on se dit ouais mais la méditation ça va, tu vois, t'es assis, tu fermes les yeux et puis t'attends que le gong y passe quoi. Non, c'est pas ça. En fait, si vous voulez, pendant toute cette méditation sans but, comment on arrive à faire fuir nos pensées? Eh bien, c'est toujours en recalibrant sa position. En fait, on passe notre temps à analyser notre position et à faire en sorte qu'elle soit la plus parfaite possible pour ne penser qu'à ça. Et le problème, c'est que moi, vu qu'on est sur les genoux, le sang au niveau de mes mollets, de mes chevilles se coupait. C'était donc j'avais des grosses douleurs, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du coccyx, parce que c'est des positions qu'il faut tenir, comme je vous l'ai dit, 30, 40, 50 minutes, 1 heure 10. Et des fois, c'est assez compliqué. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte du pouvoir du mental. Parce que, croyez-moi que si je commençais à avoir des fourmis dans la cheville au bout de 10 minutes, vous pouviez être sûr que j'alimentais ça. Et qu'à la fin, ça devenait insupportable. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand vous dites à votre cerveau, tiens, j'ai mal à la cheville, je sens plus ma cheville, et que vous alimentez cette pensée pendant 40 minutes, vous pensez qu'à ça à la fin. Et genre, vous vous relevez du zazen... 40 minutes après et vous n'êtes pas capable de marcher parce que vous avez trop de fourmis dans les chevilles. C'est ce qui m'est arrivé quelques fois, je vous rassure. Et donc du coup voilà, on a ce premier cours pour nous expliquer les temps de méditation. Donc là je comprends que ça va être compliqué, mais je tiens. Et les 48 premières heures se passent comme ça. On n'est pas vraiment intégré dans la vie du monastère, on ne fait pas les activités avec les moines, c'est-à-dire que nous, on les rejoint uniquement pendant les temps de méditation et de prière, donc il y en a 3 dans la journée, et uniquement pendant les repas. Et ensuite vient le 3e jour. Ce 3e jour, on commence enfin à découvrir la vie du monastère. On est pleinement intégré. On est pleinement intégré à la vie du monastère et là on peut recommencer à parler après 2 jours dans le silence. Comment ça se passe de reparler après 2 jours? Eh bien, honnêtement, moi j'étais arrivée à un stade où je me sentais tellement bien, genre j'étais là, dans ma tente, dans ma forêt, puis j'allais prendre ma douche, j'allais voir le potager, je visitais, parce qu'on avait le temps du coup de visiter les abords du potager, on avait le temps de voir la permaculture qu'ils font, on avait le temps en fait d'aller explorer les alentours du monastère, donc du coup moi je vivais à ma meilleure vie là pendant 48 heures et ça a continué, vous inquiétez pas, ça a continué et... Là, j'ai envie de vous parler d'une journée typique que j'ai vécue après des journées typiques que j'ai vécues au monastère. La vie au monastère, après je vous dirai moi les difficultés que j'ai rencontrées. Je vais déjà vous raconter, je pense, dans l'ordre, une journée type au monastère avec les horaires, etc. Et ensuite, moi, les plus grosses difficultés que j'avais et les leçons que je tire aujourd'hui de cette expérience qu'on peut considérer clairement comme hors du commun, littéralement. Donc une journée au monastère, comment ça se passe? Alors, vu qu'on n'a pas de montre, il y a beaucoup de sons qui nous accompagnent pendant et qui ritualisent toutes nos journées. Et il faut comprendre que là, à cette période de l'année aussi au monastère, il y a des périodes de l'année où il y a moins de monde, il y a des périodes de l'année où il y a plus de monde, et nous, on y est vraiment allé durant la semaine où les bodhisattvas, où les nouveaux bodhisattvas allaient recevoir leurs préceptes.
Donc c'était la semaine où il y avait le plus de monde au monastère, on était quand même entre 80 et 90, ce qui est énorme, et il fallait faire vivre toute cette communauté. Donc du coup, tout est très ritualisé pour ne pas que ce soit le chaos, mais que ce soit bien ordonné et organisé. Donc il y a une personne qui est mandatée, on s'entend, il y a un moine qui est chargé de réveiller tout le monde. Donc comment il fait? C'est-à-dire qu'à 5h30, il prend des claquettes, donc c'est comme des lames de bois qui... non, c'est pas des claquettes, non, c'est la clochette le matin. Il prend une grosse clochette et le moine part faire le tour du monastère en courant. Donc il passe au niveau des différents dortoirs, il passe dans la forêt et donc on se fait réveiller à 5h30 par une clochette qui passe à côté de notre tente pour nous réveiller. Donc on est réveillé par cette clochette à 5h30 du matin, évidemment il fait nuit. Moi j'ai pas de téléphone, j'ai pas de montre, j'ai pas pensé à prendre une frontale, donc je suis dans le noir dans la forêt. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais voilà, en gros à 5h30 on a très peu de temps pour se préparer. Généralement on prend même pas de douche parce qu'il fait quand même un petit peu frais. Donc on se lève à 5h30. On se brosse les dents vite fait, on se passe un petit coup d'eau sur le visage, on s'habille en tenue confortable pour aller au zazen à 6h. Et donc de 6h à 8h, c'est le temps de méditation. Donc on arrive au dojo avant 6h, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les moines et ceux, on va dire, qui ont le plus haut niveau de hiérarchie dans le monastère, peuvent se permettre d'arriver à l'heure pile où commence le zazen, c'est-à-dire le zazen commence à 6h, donc eux ils peuvent arriver à 55. Nous, en tant que nouveaux arrivants, on doit arriver plus tôt pour s'installer plus tôt, pour ne pas pour être déjà installé lorsque les moines arrivent pour s'installer, lorsque l'abbé arrive, etc. Donc on se lève à 5h30 et on va vite fait aux toilettes, on se brosse les dents, on se passe un coup d'eau et à 5h40, 45, 10 minutes plus tard, on est devant le dojo. On entre dans le dojo et on s'installe pour le zazen. Ensuite, de 6h à, on va dire 6h... 6h combien ? Ouais, 6h40, allez. On a une première session de zazen où là, elle est rythmée par des gongs énormes. Donc, il y a un premier gong pour indiquer le début. Et un deuxième gong pour indiquer Kinin. Donc Kinin, qu'est-ce que c'est ? En fait, là, je vous apprends juste la journée dans un monastère. Je sais que c'est peut-être pas forcément fun, mais moi, je trouve ça ultra intéressant et c'est pour ça que j'aime aussi vous partager des choses comme ça. Donc du coup, on fait ces 40 premières minutes. Donc moi, imaginez-vous, hein, je subis tous mes zazen parce que au début, en tout cas, j'ai très très mal. C'est assez douloureux. Et en fait, le plus douloureux, c'est de me dire que j'ai toujours envie, vu que j'ai mal au coccyx, j'ai mal à la jambe, j'ai envie de me repositionner, mais je sais qu'à chaque fois que je me repositionne, je dérange les personnes à côté de moi parce qu'ils me voient tout le temps bouger, quoi. Donc je suis face à mon mur et j'essaye de bouger le moins possible. Et après, à 6h, après 40 premières minutes, il ressonne la cloche et là on va faire Kinin. Donc Kinin, c'est-à-dire qu'on se lève en silence. Et là, on marche tous ensemble. On marche en méditation. Donc en fait, le Kinin, c'est un zazen, mais en marchant. C'est un zazen en mouvement. Mais attention, quand je dis en marchant, c'est une marche très très lente. Donc on marche pendant 10 minutes. Ensuite, on retourne à notre place. On refait 40 minutes de zazen. Donc on repart pour 40 minutes de zazen. Donc on fait environ 1h30 de méditation. On repart pour ces 40 minutes et là c'était le zazen que j'arrivais le mieux à tenir parce que l'abbé nous fait un enseignement du jour. Donc l'abbé c'est un maître zen du coup, c'est un maître zen, attention warning, un maître zen c'est pas le cliché qu'on peut avoir de une personne qui va être peace and love ou quoi. Un maître zen c'est une personne qui peut avoir un franc-parler énorme et qui peut dire des fois des propos qui peuvent même nous paraître
qui peuvent déranger des choses chez nous parce qu'on peut ne pas être en accord avec ça. C'est des propos assez forts, assez clivants, qui peuvent des fois réveiller un peu en nous des trucs comme bah non, bah moi je sais pas, je suis pas d'accord, je comprends pas comment on peut penser comme ça, enfin voilà. Il dit des choses qui peuvent amener à des débats, à des discussions, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et donc le matin, pendant cette deuxième séance de zazen, donc de méditation, on retourne sur notre coussin, l'abbé nous parle. Et il parle du coup, voilà, enfin il nous fait pas un sermon, il nous fait enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros voilà, il nous fait alors c'est pas une lecture parce qu'il parle comme ça, mais voilà, il nous fait un précepte, quelque chose, donc il nous parle pendant 40 minutes. Et ensuite, on a un chant, donc le sutra du cœur à chanter. Et après, et ça, les moments de chant au monastère, c'est assez fort, parce qu'on a un petit livret de chant, parce qu'on ne connaît pas par cœur les sutras, évidemment. Et on chante avec tout le monde, mais c'est des voix très très graves, en fait. Et ça donne une vibration incroyable à la salle. Quand il y a des chants, je crois que c'était les moments que je préférais parce que ça donnait une énergie. Vous savez, on parle souvent des fréquences hertziennes et je suis convaincue que quand on chante le sutra du cœur ou d'autres sutras avec la vibration qu'ils donnaient à leur voix, ça nourrit l'âme. Genre littéralement, on ressortait de ça, on était revigoré quoi. Et donc une fois qu'on termine ce chant, on termine le zazen, une fois que ça est fini, on se lève en silence et on va dans... J'ai oublié le nom de ce lieu, mais en gros vous avez le dojo et un peu plus bas vous avez une autre salle pour les cérémonies du quotidien et les grosses cérémonies. Le dojo c'est vraiment l'endroit où on pratique le zazen, on pratique la méditation. Et ensuite, vous avez cet autre endroit, justement, j'ai mangé le nom. Vous avez cet autre endroit où là, on parle vraiment de... enfin voilà, où là, on va faire les prières, les offrandes à Bouddha, tout ça. Et du coup, après tous ces temps de méditation, on descend en silence dans cette autre salle pour faire les rituels du matin. Et là, je vous avoue que la première fois qu'on fait ça, on n'est pas du tout formé à ça. Enfin, c'est ça. On n'est pas formé à ce qui va se passer dans cette salle. Et donc, on sait juste où on doit... On a eu un petit cours, donc on sait où on doit se positionner dans la salle. Mais ensuite, on suit la chorégraphie. C'est vraiment ça. On se positionne comme un enfant. Et on suit le mouvement. On suit la chorégraphie qu'ils font. Alors, des fois, ils se mettent à genoux, ils lèvent les bras, ils disent des choses. Enfin... On suit juste tout ce qui se passe. Et donc on arrive, et bien sûr, on veut bien faire, on veut faire partie intégrante de cette cérémonie. Donc voilà, on fait les choses. Et après, une fois que cette cérémonie, on va dire, religieuse est passée, on va au petit déjeuner. Donc on va au petit déjeuner. Le petit déjeuner est également très ritualisé. Donc on mange une sorte de... Honnêtement, j'ai pas envie de vous décrire le petit-déj parce que je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est pas que je sais plus ce que c'est. Il y a un petit thé, il y a une feuille de chou, etc. Mais il y a aussi... alors, il y a des crudités aussi. Et on a du riz mélangé à du sésame. C'est assez bon, mais c'est une sorte de porridge. C'est assez spécial en goût, je vous le cache pas. Mais voilà, on prend le petit-déj qui est aussi très ritualisé. Donc là, le but, on ne nous a pas formés au petit-déjeuner, on nous a formés au repas classique. Donc là, pareil, on suit la chorégraphie parce qu'il faut savoir que pendant les repas, évidemment, nous sommes placés. Mais nous sommes placés, on n'a pas une table de nouveaux arrivants. Non, on est placés avec tous les autres bodhisattvas. Donc on est toujours à côté de personnes différentes. Et on est placé à côté de ces gens. Et on essaye de faire comme si on était à leur place et vraiment on essaye de pas créer de vagues, donc du coup de tout faire bien. Après je vous rassure, ils sont assez bienveillants. S'ils voient que tu as mal mis tes baguettes dans le bol ou que tu as mal fait ci, ils vont te le dire pour que tu puisses vraiment t'intégrer au mieux dans le monastère. Donc après le petit déjeuner, donc on arrive à 9h, ouais allez, donc là ça fait déjà 3h qu'on est debout, on arrive à 9h, on a fini le petit-déj, là c'est le temps, alors non pas tout de suite, laissez-moi,
Petit déj. Ouais, c'est ça. On fait le petit déjeuner et après le petit déjeuner, on a un petit temps pour aller se changer et voilà, changer nos vêtements pour faire le SAMU. Les SAMU collectifs, qu'est-ce que c'est? Le SAMU collectif, c'est les tâches quotidiennes. Et en fait, pendant les SAMU, vous êtes répartis. Donc, il y a plusieurs SAMU dans la journée. Et vous êtes répartis sur un tableau, en fait. On est tous réunis. Un des moines, du coup, répartit les personnes. Et voilà, il y a tant de personnes qui vont faire la vaisselle du petit déjeuner, il y a tant de personnes qui vont aller aider en cuisine pour préparer les repas, tant de personnes qui vont aller aider au potager, tant de personnes qui vont aller faire les abords. Et le matin, on a tout ce qui est tâche de nettoyage des communs, nettoyage des toilettes sèches, des douches, nettoyage des dortoirs et des espaces communs. Donc du coup, le matin, on est tous répartis dans ces différentes choses et on a un premier SAMU qui va durer environ 40 minutes. Donc on se change, on fait 40 minutes de ce à quoi on est assigné. Donc tout dépend ce qu'on fait. Des fois, moi, j'étais en vaisselle. Des fois, j'étais aussi dans le nettoyage des sanitaires. J'ai fait le nettoyage des abords aussi, mais ça, c'était plus le soir. Et voilà, donc on fait notre premier SAMU. Ensuite, on se retrouve tous. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, au début des SAMU, il sonne la cloche. Ensuite, il sonne une deuxième fois la cloche, du coup, pour dire de revenir. Et quand on revient de ce premier SAMU, ces premières tâches quotidiennes, ensuite il y a le temps, et là c'était un de mes moments préférés, le temps de café. Il y a le café, autour de 10 heures, on a une demi-heure de café, papotage, tout ça. Et comment ça se passe? Donc encore une fois, tout est bien organisé, on descend dans la petite cour, et là ils ont mis des cercles de chaises. Donc voilà, on est des groupes de 6-7. Donc nous, les nouveaux, on est toujours, là pour le coup, on est vraiment réunis avec les mêmes personnes. Enfin, on a deux groupes de nouveaux. Et en fait, les nouveaux, on est réunis avec les mêmes personnes. On prend du coup un petit thé et un petit morceau de gâteau. Donc encore une fois, tout est vraiment... on a un petit gobelet avec notre morceau de gâteau dedans. Ensuite, on peut aller prendre un thé. Et ensuite, on va s'installer sur notre chaise. Et là, c'est le moment, en tout cas pour les bodhisattvas et pour les moines, d'échanger entre eux, de parler par groupe. Et c'est le moment pour nous, nouveaux arrivants, de parler. Et là, on est toujours accompagnés du coup par les bodhisattvas qui gèrent du coup les retraites découvertes. Et ces premières fois où on peut parler, le temps de carrière, quand on est sorti du moment de silence, le temps de Cario s'est terminé au moment du café, justement. Et donc, c'est au moment, avec cette tasse de thé et ce petit biscuit, c'est là où c'est la première fois qu'on peut prendre la parole, qu'on peut même dire comment on s'appelle, parce qu'on ne le sait toujours pas. Et c'est le moment où, justement, les bodhisattvas sont vraiment mais, d'une bienveillance extrême et où ils nous demandent... est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont choqués? Comment on se sent? On est beaucoup dans le ressenti, genre comment tu te sens après ces 2 jours d'observation, de questionnement. Et c'est vraiment l'occasion où on peut poser toutes nos questions. Et c'est fou, mais c'est vraiment des questions des fois d'enfants, très enfantines. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et moi, je sais que j'étais beaucoup dans le pourquoi, dans le pourquoi le matin. Enfin, c'est vraiment des questions d'enfant, quoi. Je me disais, pourquoi le matin, dans cette salle où je me souviens plus le nom, justement, dans le rituel, qu'est-ce que ça veut dire de se baisser 3 fois et pas 2? Qu'est-ce que ça veut dire de chanter ce sutra-là au lieu de lui? Et en fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est juste... il faut arrêter de chercher les explications des fois, et c'est ça aussi qui faisait beaucoup, c'est des fois, il y a des rituels qui sont faits juste pour le plaisir que tout le monde suive un même rituel et le plaisir d'avoir cette harmonie de groupe, mais des fois, il faut arrêter de chercher un sens absolument à tout ce qui est fait, une symbolique et une signification au nombre de répétitions, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vraiment lâché prise après ça. Et donc on a ce temps, je vous disais, de petite pause. Et après ce temps de pause, on retourne faire... Oula, je sais pas ce qui passe là. Putain, je ne sais pas. Et après ce temps de pause, justement,
on retourne pour faire, comment on appelle? On retourne pour un deuxième SAMU. Donc là, ça peut être aller désherber les abords, aller au potager, aider en cuisine, etc. Et en fait, ce qui est important à savoir dans ces SAMU, c'est que le but d'un travail collectif, c'est aussi de rester dans le silence et dans la pleine conscience de ce qu'on fait. Et ça, on nous apprend à être pleinement conscient et pleinement dans l'instant grâce au zazen, c'est-à-dire au temps de méditation, mais les SAMU, c'est un prolongement du zazen en fait. C'est un peu comme quand vous faites ces corvées, enfin ces tâches, c'est comme si, en fait, il faut faire les tâches en pleine conscience, sans attendre rien en retour. Et c'est ça qui était ultra puissant. Donc on fait ça, ensuite on a le repas du midi, ensuite on a le temps de sieste, alors ça c'était trop bien. On a un temps de sieste de la fin du repas jusqu'à 16h, donc c'est quand même assez long. On a, on va dire, 3 heures de sieste, bon, sachant qu'on s'est quand même levé à 6h, hein, donc notre journée elle était déjà bien entamée. On a un temps de sieste, de repos, où on fait ce qu'on veut. Après ça, on a un zazen à 16h. Donc à 16h, on retourne dans le dojo pour méditer pendant 45 minutes. Ensuite, on a le SAMU. Alors, il faut savoir que pendant certains SAMU, nous, on était, vu qu'il y avait les nouveaux bodhisattvas qui recevaient les préceptes, on pouvait également aller voir, pas la remise des préceptes, mais on pouvait également aller voir, et c'était ce qu'on faisait nous, au lieu de faire certains SAMU, au lieu de faire 4 SAMU par jour, on en faisait souvent 2 ou 3, parce qu'il y a au moins un SAMU où on allait écouter les préceptes de l'abbé. Donc on a eu la chance de tomber cette semaine-là, où justement l'abbé réunissait tout le monde, tous les moines et tous les bodhisattvas et tous les nouveaux arrivants pour nous dire les préceptes. Donc voilà, on avait ça souvent le matin et parfois après le soir. Et c'était toujours ultra intéressant parce qu'en fait, c'est des moments où clairement, ils nous expliquent la religion bouddhiste et on a le droit de poser des questions et où la personne nous répond et c'était quand même ultra enrichissant. Donc on a eu ces périodes-là. Moi, c'est vrai que quand j'écoutais ce qu'il disait, moi mon but c'était pas vraiment de me convertir au bouddhisme ou quoi, mais je trouve ça toujours intéressant d'écouter les différentes visions du monde que les personnes peuvent avoir. Donc on fait ça, et ensuite, donc on a, avant le repas du soir, on a 2 SAMU, enfin on a un autre SAMU, ensuite on a le dîner, donc le repas du soir. Après le repas du soir, on va avoir un autre SAMU vaisselle, mais ça c'est pas obligatoire. Ensuite, on peut aller se doucher, se laver assez rapidement. Moi, ce que je faisais, c'est que je me lavais souvent pendant la période, le moment de la sieste, même s'il faut rester quand même très discret. Enfin, voilà, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas embêter les personnes. Ensuite, on avait encore à 20h45, on avait le dernier zazen de la journée, donc on retournait méditer pendant 45 minutes. Et après, on avait une demi-heure pour aller aux toilettes, se brosser les dents, se préparer à se coucher. Et après, c'était, à partir, on va dire, de 21h30, c'était silence total pour que les personnes puissent dormir. Et le lendemain, tout recommençait. Donc, dit comme ça, c'est vraiment, vous voyez que c'est des journées qui sont millimétrées. C'est des journées où honnêtement, il faut être pleinement présent. Et si je dois vous conseiller quelque chose, c'est vraiment allez-y. Si vous voulez y aller, allez-y avec une âme d'enfant. Allez-y avec un regard d'enfant et ne remettez pas en question tout ce qu'on vous dit. Et juste, ça sème des graines. Après, à vous de les arroser ou pas. Mais voilà, allez-y vraiment dans l'optique de vouloir découvrir et apprendre des choses. Et honnêtement, vous faites des rencontres absolument incroyables. Maintenant, j'en arrive du coup à la fin de cet épisode où j'ai envie de vous parler des leçons que j'en retire. Les leçons que je retire de cette semaine en coupé du monde, c'est vraiment... alors il y a plusieurs leçons. La première, c'est la vie en communauté. La vie en communauté et l'importance de chacun. Ça m'a vraiment appris, en fait, le monastère, à voir que c'est possible de vivre à 80 sous le même toit et que tout se passe bien, parce que tout est
organisé et tout est fait dans le respect et la tolérance de chacun. Tout est fait dans le non-jugement aussi. Et on n'est pas mal vu si à un moment on se sent vraiment pas bien et qu'on peut pas faire ci ou qu'on peut pas faire ça. Genre, tout va bien. Et c'est vraiment, en fait, cet esprit de communauté, je le trouve ultra puissant. Et croyez-moi, on parlait pas souvent aux personnes. Enfin, clairement, ça nous arrivait de parler, mais les seules fois où on parlait, c'était toujours soit par pure nécessité, enfin pour des choses pratico-pratiques, du style il est quelle heure, ou où est-ce que je dois mettre ça, où est-ce que ça se range, enfin voilà, pour des choses pratico-pratiques. Mais sinon, on a eu... Alors, il m'est arrivé de parler avec un moine en particulier, avec des conversations un peu plus riches, un peu plus profondes, mais la majorité du temps, même avec les nouveaux arrivés, on a passé une semaine ensemble. Et pendant cette semaine, on était tout le temps ensemble et pourtant, on s'est jamais demandé ce qu'on faisait dans la vie, ou du moins très peu. On savait un minimum de choses sur les gens et pourtant, on a vécu une expérience incroyable avec eux et aujourd'hui, je les considère vraiment comme... Enfin, j'ai gardé contact avec une personne en particulier et aujourd'hui, je la considère vraiment comme une amie. Alors que on a vécu quelque chose de puissant ensemble et pourtant, dans les faits, on ne s'est même pas trop parlé, quoi. Et c'est ça qui était fou, c'est de... En fait, j'ai découvert qu'il y avait un langage universel, un langage qui va au-delà des mots, comme avec le compagnon avec qui j'étais. C'est vrai que ça a donné une autre symbolique à notre relation aussi, parce qu'on s'est rendu compte que qu'on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre et que des fois, on pouvait juste être assis sur un banc tous les deux sans rien dire, et pourtant être pleinement présent pour l'autre. Une autre leçon que j'ai apprise pendant ce séjour au monastère, ça fait bizarre de dire ça, pendant ce séjour au monastère, c'est aussi de vivre dans l'instant présent. Le fait d'être déconnectée m'a fait un bien fou, vous imaginez même pas. C'est le fait d'être pleinement dans l'instant présent, ça m'a... En fait, vous êtes déconnecté de l'heure parce que vous êtes toujours... En fait, vous suivez le mouvement, c'est-à-dire vos journées, elles sont tellement réglées à la minute que vous suivez le mouvement, vous vous posez pas de questions et vous êtes pleinement dans l'instant. Et genre, en fait, ce que vous le faites pas en vous disant ah mais après je dois faire ci, avant je dois faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, vous le faites genre pleinement dans l'instant. Et par exemple le SAMU, je me souviens d'une fois où ça m'a vraiment marqué. J'étais en SAMU cuisine et je devais couper des tomates, alors de manière assez grossière pour en faire un gazpacho, donc on devait juste les couper en bouts qui soient assez petits pour que ce soit haché correctement. Mais voilà, je coupais des tomates et j'ai jamais coupé des tomates avec autant d'amour. Genre, littéralement, tu vois, parce que j'étais pleinement dans l'instant, puis je vivais ce que je faisais, quoi. Je coupais mes bouts, voilà, j'étais ah parfait, machin, oh tiens, oh l'odeur et tout. Enfin, on a vraiment cette impression on est dans l'instant, puis on est aussi reconnaissant parce qu'on sait qu'on fait partie d'un tout et on sait qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous. Littéralement, c'est pas sectaire de dire ça, hein, mais ça me faisait du bien et ça, en fait, il y avait une part de moi qui était aussi un peu fière de me dire que je contribuais à nourrir toutes les personnes et que je contribuais, enfin par exemple, je trouvais ça beau tous les maillons de la chaîne, genre cette tomate, elle a été récoltée au potager grâce aux personnes qui ont travaillé tous les jours pour arroser ces tomates, pour semer ces tomates, pour les arroser, pour mettre un tuteur, pour en prendre soin. C'est aussi grâce, si on a cette tomate, c'est aussi grâce à la personne dans la communauté qui l'a cueillie, la personne qui a apporté le bol du coup, le saladier de tomates jusqu'à nous. C'est aussi grâce à nous qui coupons ces tomates, c'est grâce à la personne qui va les hacher, c'est grâce à la personne qui va préparer ce gazpacho et grâce à la personne qui va faire la cuisine, qui va nous servir sur la table cette soupe de tomates. Et le soir même, quand j'avais la soupe de tomates dans mon assiette, j'ai vraiment eu l'impression de faire partie de ce tout et de me dire, j'ai servi une cause plus grande que moi en préparant ça. Et comme par exemple j'ai été mise souvent sur un SAMU pour désherber un terrain de tennis, et
Quand on a fini de désherber ce terrain de tennis, on savait que ça faisait partie de plus grand que nous, que c'était une mission qu'on avait sur plusieurs jours parce que c'était grand à faire. Et cette satisfaction du travail fourni à la fin, c'est comme j'ai enlevé le lierre d'un refuge à insectes et il était juste devant l'entrée et du coup je me sentais tellement... Enfin, j'avais vraiment l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi et je trouvais ça incroyable comme sentiment. Ensuite, une autre leçon que j'en retire, et ça, je pense, voilà, je pense, on va arriver à la fin de ce podcast, mais je pense que c'est la leçon qui m'a le plus marquée, c'est de faire les choses sans intérêt et sans rien attendre en retour, de tout son cœur. C'est vraiment la leçon que j'en retire, et je vois là, ça fait 1 an et demi que je suis partie de ce monastère, et ça fait 1 an et demi que je me dis souvent de faire les choses de tout mon cœur sans attendre rien en retour. Parce que c'est littéralement ce que m'a appris cette semaine-là. C'est-à-dire de faire les choses pendant les SAMU, ce que je le faisais de tout mon cœur et j'attendais rien en retour. Clairement, quand je désherbais ce terrain de tennis ou quand je désherbais ce refuge à insectes, je le faisais de tout mon cœur. Et j'attendais pas un retour des choses, j'attendais pas qu'on me félicite pour avoir fait ça. Parce que juste comme le colibri, je faisais ma part. Je faisais ma part et c'était tellement satisfaisant. Et au final, ce qui est beau, c'est que quand on fait les choses sans intérêt et sans rien attendre en retour et qu'on le fait de tout son cœur, eh ben, quand on a un retour, quand on a un cadeau, quand on a un retour des choses qu'on a faites, eh ben, on voit ça comme un cadeau et pas un juste retour des choses. On voit ça comme un cadeau et en fait, on est beaucoup plus... Enfin, nos relations sont beaucoup plus saines. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien parce que à la fin, c'est tellement plus sain. Quand vous faites les choses sans intérêt, c'est-à-dire quand votre seul but, c'est de faire quelque chose, mais pas pour gagner de l'argent, mais c'est de faire quelque chose. Par exemple, là, je suis en train de sortir une formation pour accompagner les personnes à voyager seules. Je fais cette formation parce que j'ai envie de servir un but commun, j'ai envie d'accompagner les personnes j'ai envie de les accompagner à oser voyager seules. Et ça, c'est un but qui est plus grand que moi. Je me dis, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et honnêtement, j'attends rien en retour. J'attends rien en retour. Évidemment, cette formation sera payante, mais je sors cette formation sans me dire mon objectif c'est de faire 10K, 100K, 200K avec cette formation. Non, c'est pas ça. Mon objectif, c'est juste de permettre aux gens de voyager seuls. Et si moi, ça me permet de gagner un peu d'argent avec ça, eh ben, c'est ok. Enfin, c'est ok et je verrai ça comme un cadeau parce que je fais pas ça dans l'optique de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça a été vraiment une reconnaissance incroyable que de vivre ça. Ensuite, une autre leçon que j'ai eue, c'est cette déconnexion, cette reconnexion à moi, que au final, j'étais pas venue la chercher, un peu si, j'étais venue pour me vider la tête, mais je pensais pas me reconnecter autant à moi-même, à me reconnecter autant à mes ressentis, à mes besoins, à mes envies, et ça m'a vraiment transformée. Juste le fait de pas parler pour rien dire, puis vraiment de prendre le temps de faire les choses, puis de faire les choses en pleine conscience, quoi. Vraiment la pleine conscience, ça m'a... faire les choses en pleine conscience, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, des fois, je me dis, par exemple, quand je cuisine, alors je cuisine pas beaucoup, mais quand je cuisine, je sais que j'aime cuisiner pleinement, être pleinement dans l'instant quand je cuisine, ou même quand je vais me balader dans la forêt, par exemple. Et encore une fois, je pense que je vais mettre fin au podcast. Je sais même pas combien de temps ça fait que je vous papote des choses. Là, ça fait une minute, n'importe quoi, ça fait 1 heure. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je suis heureuse, très heureuse d'avoir réenregistré cet épisode-là. J'espère qu'il vous plaira parce que, honnêtement, le truc, c'est que je pense que je vais publier cette version, mais c'est toujours tellement réducteur. Cette formation au monastère a changé ma vie, clairement. Ça a été un game changer incroyable. Cette semaine de retraite au monastère, oui, a changé ma vie. Ça a été une transformation énorme et souvent la décrire, peut-être comme j'ai fait là, ou même la décrire quand j'en parle à mes proches et tout, croyez-moi, c'est tellement réducteur par rapport à
ce que j'ai vécu en réalité. C'est tellement réducteur parce que je vous ai juste parlé de comment une journée se passait dans les faits, mais en vrai, vous la vivez tellement que ce que j'ai dit est réducteur. En fait, ce que j'ai dit là pendant 1 heure, c'est réducteur sur l'expérience vécue. Et aujourd'hui, je suis contente quand même d'en parler. À ma façon, voilà, à ma façon. Mais je suis contente d'en parler parce que aujourd'hui, je sais que dans ce monastère, alors j'y suis pas retournée depuis, mais je sais que si un jour j'ai envie de me vider la tête, je sais que j'ai un endroit comme un refuge, comme un sanctuaire où je peux me réfugier, où je peux laisser mon téléphone et où je peux faire partie d'une communauté pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que je connais cet endroit. Et si un jour j'ai envie de m'y réfugier, je peux. C'est un peu comme ma roue de secours, comme mon petit sanctuaire, mon petit endroit caché où je peux retourner si j'en ai envie. Donc si vous voulez, écoutez, je vous laisserai l'adresse du site internet du monastère Kenshoji à Koki dans le Périgord. Et sur ce, voilà, Pouf, j'ai tellement parlé, hein. J'ai tellement parlé et je suis tellement aussi contente de vous avoir enregistré cet épisode parce que je pense vraiment que je vais le publier comme ça, celui-ci. Parce que j'en ai envie, parce que ça m'a fait du bien de l'enregistrer et croyez-moi, ce que j'ai raconté, c'est 1/100 de ce que j'ai vécu. N'oubliez pas ça. Et si vous avez des questions, ah oui, alors c'est très important, si vous avez des questions sur d'autres modalités que j'ai vécues pendant cette semaine, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur Insta, je serai très heureuse d'y répondre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Mais j'ai pas plus de notes pour autant. Donc n'hésitez pas, franchement ça me ferait trop plaisir que vous laissiez une petite note à ce podcast. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ou non, normalement la semaine prochaine, vu que ce sera le dernier mardi du mois, il n'y en a pas. Donc la semaine prochaine, pas d'épisode, on se retrouve en février. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.